Combien de visionnages sont nécessaires à la compréhension d'un film? Eh bien écoutez, ça dépend du film. Mais quoi qu'il arrive, le moment où on revoit un film, je pense, est le vrai moment où l'on prend la pleine mesure du film. Certains films vont s'écrouler, d'autres films vont se bonifier, et dans cette petite série de vidéos que j'amorce avec celle-ci, j'avais envie de passer en revue les différentes vertus du fait de revisionner un film. Et ce premier épisode va se centrer autour de la notion de twist et de changement de paradigme. C'est probablement le premier cas qui vient en tête quand on pense deuxième lecture d'un film. Le film à twist. Le genre de film avec une révélation finale qui vient remettre en question tout ce que nous venons de voir. Et souvent les twists qui auront le plus d'impact pour un deuxième visionnage, ce sont ceux qui impliquent un changement profond chez un personnage. Et pour parler de ça, je vais utiliser 3 exemples, donc je vais spoiler ces exemples-là, si vous ne les avez jamais vus, arrêtez-vous là. Je vais donc parler de Fight Club, du Prestige et du Sixième Sens, qui sont vraiment 3 cas très intéressants qui démontrent une certaine vertu de revisionner certains films. Dans l'un, 2 personnages ne sont en fait qu'un, dans un autre, c'est l'inverse, un personnage est finalement 2, et dans le troisième, un personnage finalement n'existe pas vraiment. Et ce qui est génial, c'est que toutes ces nuances-là ne sont normalement pas perceptibles durant la première lecture du film. Alors peut-être que les plus observateurs d'entre vous avaient découvert les twists avant que le film nous les révèle, mais normalement, c'est que dans un second visionnage que l'on va pouvoir découvrir le film, avec donc le fameux twist en tête. Et on va commencer par étudier le cas de Fight Club. Dans Fight Club, on finit par découvrir donc que le personnage d'Edward Norton, qui s'appelle en fait Jack, je pensais qu'il avait pas de nom, mais apparemment dans le scénario il s'appelle Jack, est en fait la même personne que le personnage de Brad Pitt, Tyler Durden. C'est un espèce de cas de dédoublement de personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est que le film anticipe un peu du revisionnage vers la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que ces 2 personnages n'en font finalement qu'un, on va revoir certains moments du point de vue de la réalité. Say it. Because we're the same person. Donc si précédemment Edward Norton et Brad Pitt buvaient une bière assis sur le trottoir, maintenant il n'y aura plus que Edward Norton tout seul. Et si précédemment ils se foutaient des tatanes tous les deux, et ben en fait non, Edward Norton se frappait tout seul. Il y a donc une scène qui permet d'expliquer toute cette logique particulière. Sometimes you're still you. We should do this again sometime. Other times you imagine yourself watching me. This is your first night at Fight Club. You have to fight. On revoit donc les situations identiques au début du film, sauf que ce coup-ci, c'est Edward Norton à la place de Brad Pitt. You have to fight. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces petits instants ne font absolument pas tout. Parce que quand on re-regarde le film, on va découvrir bien plus sur ce principe de 2 personnages qui finalement n'en sont qu'un. Et vraiment, à revoir le film, on se rend compte à quel point l'écriture et la mise en scène jouent perpétuellement sur 2 niveaux. Elle fonctionne si on pense qu'ils sont 2, et elle fonctionne encore mieux si on découvre qu'il est tout seul. Et je pense que les séquences les plus révélatrices de ça, ce sont les séquences qui concernent Marla. Donc par exemple, quand on voit le film la première fois et que le narrateur nous dit Except for their humping, Tyler and Marla were never in the same room. Tyler et Marla n'étaient jamais dans la même pièce, on se dit « Ah, c'est quand même bizarre, mais peut-être que ça nous évoque pas grand-chose. » Mais quand on le regarde la deuxième fois, évidemment, on est conscient qu'en fait, oui, Tyler, Marla et le narrateur ne sont jamais dans la même pièce, parce que Tyler et le narrateur sont une seule et même personne, donc ils ne peuvent pas parler tous les deux avec Marla, ça fonctionne pas comme ça. Et en termes de mise en scène, tout ceci se traduit par le fait que dès que Marla quitte une pièce où il y a le narrateur avec, et bah directement Tyler Durden apparaît à côté de ce dernier. Ces séquences sont assez fluidement mises en scène pour qu'au premier visionnage cela ne choque pas et qu'au deuxième visionnage on comprenne immédiatement que Tyler Durden est en effet dans le subconscient du narrateur. Et pourtant, il y a vraiment des passages ultra évidents où on se demande même comment on n'a pas fait pour griller la chose dès le premier visionnage, notamment ce moment-là. This conversation is over. Où clairement, Tyler Durden parle pour le narrateur comme s'il était dans sa tête. Et c'est un effet que j'aime beaucoup, j'adore revoir Fight Club parce que c'est une des couches du revisionnage qu'on découvre. Vous verrez dans les autres vidéos que je ferai, on reparlera de Fight Club parce qu'il y a beaucoup plus à dire que ce simple côté Tyler Durden et le Jack, où le narrateur sont la même personne et Marla est une autre personne, vous verrez. Il y a une autre théorie là-dessus qui est assez intéressante et dont on reparlera une autre fois. Et maintenant, on va parler du Prestige. Alors le Prestige, c'est intéressant parce que c'est le phénomène inverse. Il y a en fait un personnage dans le film qui est tour à tour incarné par 2 frères jumeaux différents. Et donc ces 2 frères se font passer pour un seul mec. Et pour le coup, cette révélation qu'on découvre à la toute fin, elle offre toute une nouvelle lecture de toutes les séquences de la vie perso de ce personnage. C'est-à-dire qu'honnêtement, j'avais pas aimé le film à mon premier visionnage. Je trouvais qu'il manquait un truc. Et en fait, le film se savoure réellement au deuxième visionnage. Parce que toute cette trame-là prend enfin sens. Là, pour le coup, il y a vraiment un côté ultra ludique qui s'installe, où on essaye à chaque fois de savoir
quel frère est en train de jouer cette séquence-là. Et l'écriture est assez subtile pour être extrêmement satisfaisante au revisionnage et être totalement invisible au premier visionnage. Impossible de savoir qu'il y a deux frères en regardant le film la première fois. Mais avec cette information en tête, on se rend compte qu'aucune des scènes entre la femme et son mari est anodine. Il y a toujours une information cachée. Et l'information cachée de cette séquence, c'est la réaction du mari au moment où il apprend que sa femme est enceinte. Écoutez. A baby. Oh my god. We should have told Fallon. On aurait dû le dire à Fallon, mais quel mari réagirait comme ça en apprenant qu'il va être père? Aucun, et c'est normal parce qu'à ce moment-là, le père, c'est justement le mec qui joue Fallon. D'où le besoin de lui faire savoir tout de suite. Et c'est uniquement en connaissant le twist qu'on arrive à comprendre pourquoi le mari n'arrive pas à convaincre sa femme qu'il l'aime et que certains jours, elle n'y croit pas. I love you. Not today. What? Well, some days it's not true, and today you don't mean it. Donc elle a cette espèce de doute, mais nous en tant que spectateurs, c'est quand même difficile de concevoir pourquoi elle a ce doute-là, quoi. Dans certaines séquences, c'est le jeu des comédiens qui nous permet de savoir quel frère est présent. Là, clairement, on sent un amour véritable entre les deux. Et ça fonctionne, on sait que c'est le frère qui l'aime. Le scénario se complique quand le frère qui n'a pas le béguin pour sa femme se retrouve à avoir le béguin pour Scarlett Johansson. Ce qui justifie cette séquence plutôt malaisante, où le frère fait n'importe quoi devant sa femme et drague quasiment ouvertement Scarlett Johansson devant elle. Évidemment parce que c'est pas celui qui aime sa femme, c'est celui qui aime Scarlett Johansson, et donc fatalement il a du mal à se retenir devant sa femme qu'il n'aime pas. Et donc le frère qui aime sa femme doit repasser derrière pour réparer les pots cassés. I love you. I will always love you. And you alone. You mean it today? Absolutely. Et franchement, au premier visionnage, on perd toute une dimension de cette histoire d'amour assez particulière entre deux frères jumeaux et une femme dont un seul des deux l'aime. C'est-à-dire que c'est quand même un concept en soi, on pourrait presque faire un film uniquement sur ce concept-là. Et bah, c'est uniquement au second visionnage que le Prestige nous permet d'apprécier toute cette histoire-là. Et en fait, c'est toute la force d'un film comme Le Prestige. C'est de jouer avec le côté twist et révélation constamment, et sur tous les niveaux. Au début du film, on nous présente un tour de magie d'un vieux magicien chinois qui arrive à faire apparaître un bocal avec un poisson dedans, comme par magie, c'est le principe d'un magicien, vous me direz. Et alors que les deux personnages se demandent comment il a fait, le personnage de Christian Bale explique qu'en fait, le vieux est toujours en train de jouer une performance. Évidemment, quand on connaît le twist final, ça fait écho avec le fait que Christian Bale est dans la même situation, en cachant son côté jumeau. On appelle ça du foreshadowing, et c'est appréciable quasiment uniquement au second visionnage. Le second visionnage permet également d'avoir recours à l'ironie dramatique. L'ironie dramatique, c'est le fait de détenir une information supplémentaire par rapport au personnage. Et dans le cas de cette séquence, nous savons que c'est en effet un double qui permet à Christian Bale d'effectuer son tour de magie. Et on assiste à un Michael Caine impuissant, incapable de prouver que c'est un double et qui pourtant sait que c'en est un. How does he do it? He uses a double. No. It's Et Hugh Jackman qui ne le croit pas. Ça, c'est l'ironie dramatique. Et ce genre de sentiment, je trouve ça vraiment délectable. Ça fait un film qui vraiment se re-regarde avec un plaisir. Moi, j'ai préféré revoir Le Prestige que le découvrir. Vraiment. Revoyez-le, c'est un film qui est d'une richesse énorme en termes de revisionnage. Et le troisième exemple, on va parler du Sixième Sens. Alors, le Sixième Sens, ça fonctionne un peu aussi de la même manière. Donc, à la fin, on découvre que le personnage de Bruce Willis était un fantôme. Et donc là, quand on va revoir le film, on va devoir se rendre compte que oui, Bruce Willis n'interagit avec personne d'autre que Cole dans le film. Cole, c'est le petit gamin. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu le film la première fois, il était chez la mère, après il est à l'enterrement, il y a quand même des séquences où il y a du monde. Et pourtant, il parle à personne, vous êtes sûr? Et c'est ça qui est génial dans ce film, c'est que oui, il tient parfaitement son concept, M. Night Shyamalan, et il arrive à rendre ça totalement crédible et cohérent. Franchement, c'est vraiment un tour de force parce qu'il a trouvé des idées à chaque fois, il a réussi à créer des atmosphères qui font que la pilule passe parfaitement. Par exemple, comment il arrive à introduire le personnage de Malcolm, donc le personnage de Bruce Willis, chez Cole, alors qu'il y a la mère. Et on commence cette séquence par un espèce de long silence entre Malcolm, qui est assis en face de la mère. Et ce qui est génial, c'est que ce silence, il instaure d'abord une atmosphère, un côté tendu, une forme d'inquiétude mutuelle entre la mère de Cole et Malcolm, et on se dit vraiment qu'ils n'ont pas eu besoin de parler sur le moment, ils se sont peut-être dit des choses avant que Cole arrive, et on est juste sur cette espèce de silence gênant, et on se dit, voilà, ça fonctionne. C'est vrai que Malcolm, il est là, ils attendent Cole, et tout va bien, quoi. Alors qu'évidemment, non, c'est juste qu'il y a un silence gênant, parce que la mère, elle est toute seule, en fait, dans ce salon, et elle attend son fils. Et Malcolm, il interagit pas avec elle à ce moment-là, parce que je sais pas trop comment ça marche les morts, mais je pense qu'ils doivent prendre conscience qu'ils sont là de manière épisodique, quoi. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où en fait ça fonctionne, ça crée une atmosphère qui arrive à nous faire passer la pilule, on se pose pas la question de se dire mais pourquoi ils parlent pas ensemble, parce que l'atmosphère nous répond à la question en fait. Et une des séquences les plus agréables à redécouvrir, c'est clairement celle du restaurant, avec Malcolm et sa femme. C'est une séquence où Malcolm n'arrête pas de parler, il ne laisse pas sa femme en placer une. Et si on fait attention à cette séquence, on se rend bien compte que la femme ne dit rien, mais surtout
que Malcolm n'a rien bouffé, il a rien commandé dans ce restaurant. Elle est vraiment là à bouffer toute seule. Mais c'est assez subtil, ça passe assez vite, on n'est pas concentré là-dessus, ce qui fait qu'on se rend pas spécialement compte qu'il y a cette espèce de gêne qu'ils n'ont pas vraiment passé un déjeuner ensemble. Et c'est surtout ce moment avec l'addition qui vraiment arrive à nous faire acheter cette séquence, où donc Malcolm tend le bras pour attraper l'addition, et la femme est plus rapide, et elle l'attrape vers elle, mais elle est dépitée, et nous on interprète ça à ce moment-là, quand on n'a pas le twist en tête évidemment, on interprète ça comme une forme de colère vis-à-vis de Malcolm, elle lui en veut, enfin il y a un côté où il y a une distance qui est créée entre eux, et on se dit, bah c'est juste que leur couple va mal. Et c'est comme ça que le film justifie justement ce côté désemparé, ce côté désabusé de la fille à ce moment-là, et la manière dont Malcolm a du mal à réagir avec elle, quoi. Ce manque de communication, on l'interprète parce que c'est un couple qui va mal. Alors qu'en fait, non, c'est juste une femme qui est hyper mélancolique et qui est clairement dans le deuil. Et ça fonctionne dans les deux cas, en fait. Ça qui est génial, c'est que le film est assez intelligemment bien fait pour que le premier visionnage nous raconte quelque chose, mais que le deuxième visionnage nous raconte également quelque chose d'autre, et quelque chose qui est évidemment plus proche de la réalité. Que la femme est endeuillée, qu'elle est triste, et qu'elle est venue manger dans ce restaurant, parce que c'est peut-être une habitude qu'ils avaient lors de leur anniversaire, et que finalement elle a bouffé seule, elle attrape la note, comme ça, et elle dit joyeux anniversaire. Happy anniversary. Un peu désemparé avant de s'en aller, parce que c'est une manière de parler à quelqu'un qui est plus là, quoi. Mais Malcolm, à ce moment-là, il est là, et lui, il l'interprète pour lui, et quand t'es avec lui et que tu sais pas qu'il est mort, et bah t'y crois aussi. Et la dernière séquence qui est assez impressionnante, c'est celle de l'enterrement, justement, où donc Bruce Willis débarque dans une réception où il y a énormément de monde, et Cole va trouver une cassette et la fournir au père d'une fillette qui est morte, et à ce moment-là, Malcolm, personne ne le regarde. Alors moi, je vous avoue que la première fois que j'ai vu le film, c'est ce moment-là, où je me suis dit, oh là là, il y a Anguille sous roche, justement, personne ne le regarde, personne ne fait attention à lui, il est mort. Voilà. C'est le moment où moi j'avais grillé le twist, quand j'ai découvert le film au cinéma, ou peut-être en DVD, je sais plus, mais bon, ça reste quand même une séquence qui est assez bien faite, parce que la narration justifie le fait qu'ils aient pas besoin d'interagir avec qui que ce soit. C'est-à-dire que Cole, lui, il y va pour une mission particulière, il effectue cette mission, il donne cette cassette, et il se casse. Il n'y a pas eu besoin de créer des interactions avec des autres personnages pour que la séquence fonctionne. Donc, le fait que personne ne les remarque plus que ça, du moins Bruce Willis, et bah, ça passe. Ça passe. Moi, je l'avais grillé parce qu'il y a un moment où, fatalement, quand tu additionnes tout ce qui s'est passé en film, tu peux découvrir un peu le poteau rose. Ça arrive, il y a des fois où tu es plus lucide que d'autres sur certains films. Mais en tout cas, je trouve que ça reste quand même un film qui est hyper savoureux à regarder parce que le réalisateur avait vraiment pris en compte les deux lectures et avait réussi à trouver quelque chose qui racontait à la fois dans une première lecture que dans une deuxième. Il y a vraiment deux lectures possibles qui sont hyper satisfaisantes l'une et l'autre. Et attention, dans cette fameuse liste des films à twist qui changent un peu la relecture du film, il y en a un qui est souvent cité et qui est pour moi cité à tort. C'est Usual Suspect. Donc encore une fois, je vais spoiler Usual Suspect si vous ne l'avez pas vu. Allez le découvrir, ça vaut vraiment le coup. Au contraire des trois que j'ai cités avant, je considère qu'Usual Suspect n'a strictement aucun intérêt en termes de revisionnage. Alors oui, certes, la révélation qu'en fait Kevin Spacey et Kaiser Soze est peut-être une des plus grandes révélations de l'histoire du cinéma. C'est vraiment quelque chose d'ultra déstabilisant, on est totalement perdu, il y a une espèce de renversement de situation total, on se rend compte qu'on a été baladé tout le film et ça nous met une énorme baffe. Mais justement, ça fonctionne parce qu'on est justement dans la même position que le flic qui découvre ça. C'est-à-dire que ça fait 2 heures qu'on écoute une histoire avec un intérêt particulier, on a envie de comprendre ce qui se passe, et à un moment, on finit par se rendre compte qu'en fait, on s'est vraiment fait balader pendant 2 heures par un génie. Donc voilà, on est totalement déstabilisé, on tombe des nues, c'est une immense surprise. Mais en revisionnage, eh ben ça ne marche plus du tout. Parce que vu que toute l'histoire est pipotée, il y a zéro ludisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que c'est du bidon, eh ben il y a aucun intérêt à réécouter l'histoire de ce mec. Parce que c'est que du bidon. Le mec ne raconte rien de tangible, il y a que des conneries. Alors à la fin, il y a l'histoire de la tasse avec Mizoguchi, là, c'est l'histoire de la baleine derrière, où tu comprends qu'il a trouvé son inspiration vis-à-vis de ce qu'il y avait dans la pièce. Mais c'est des mini-détails, ça, c'est 3 répliques dans le film. Sinon, toute l'histoire qu'il nous raconte pendant 2 heures, il n'y a plus rien à en tirer, parce que c'est faux. Alors ça fait pas un mauvais film pour autant, hein. Le film reste agréable. L'histoire, les personnages, l'interprétation, la mise en scène, tout ça, ça fonctionne, et ça reste que le film reste un polar assez intéressant. Mais à la redécouverte, il n'y a vraiment pas ce petit côté genre « Oh putain, mais oui, en fait, ça voulait dire ça. Ah, mais oui, mais en fait, là, c'était ça. En fait, là, c'était lui. » Il n'y a pas du tout ça. Ce que j'aime bien dans les films à twist qui fonctionnent bien, c'est que tu as l'impression de remarcher sur le même chemin, mais de découvrir tout de suite une nouvelle dimension autour de toi. C'est comme si tu avais observé une façade d'arbres et qu'en fait, là, d'un coup, hop, il y a le brouillard qui s'est dissipé et tu peux voir les arbres plus loin. Et dans les Usual Suspect, et ben en fait, il n'y a rien qui s'est dissipé, c'est juste que tu découvres juste que les arbres que tu avais vus au départ, c'était des faux arbres. Et puis ça va pas plus loin. Et donc voilà pour mes petits exemples de films dont le twist apporte une réelle valeur ajoutée au deuxième visionnage. C'est tout pour ce premier épisode de cette petite série de vidéos sur les vertus du revisionnage. Le prochain épisode parlera d'un sujet qui est pas évident à cerner avant que je vous en parle, l'assimilation de la mécanique. Et oui, c'est un terme un peu barbare, mais vous verrez, c'est un sujet très intéressant que donc je traiterai
dans une prochaine vidéo qui sera un peu dans l'équivalent de ce format-là si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des modifications que je devrais apporter à ce type de format, s'il faut que j'illustre mieux, que je parle moins, que ce soit un peu plus précis, je sais pas. Donnez-moi des exemples de choses que je pourrais améliorer pour la suite. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire quel autre film à twist, sans révéler le twist, hein, ne spoilez pas dans les commentaires, dites juste ce film-là, ça vaut grave la peine de le revoir. Et peut-être vous mettez en gros spoiler et vous sautez des lignes et vous mettez pourquoi ça vaut le coup de le revoir, pour ceux qui l'auraient déjà vu. Voilà, n'hésitez pas à partager un peu sur cette notion de revisionnage, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore revoir des films et redécouvrir des choses justement dans différents processus, parce que voilà, il y a plein de processus différents à la revisionnage d'un film qui apportent quelque chose, et j'en parlerai dans cette série de vidéos. Likez, partagez, abonnez-vous, évidemment, tutti quanti, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!